voulais juste dire un mot sur Sens parce que pour nous c'est un projet un peu phare aussi. Et c'est un projet qui montre bien aussi à quel point la réalité virtuelle est une belle opportunité pour mélanger des univers créatifs différents en fait. Parce que c'est au départ une bande dessinée quand même, on l'a pas dit, mais c'est une BD de Marc-Antoine Mathieu qui a collaboré quand même activement aussi au projet en réalité virtuelle. Et donc c'est quand même à Marc-Antoine Mathieu qu'on doit aussi cet univers graphique noir et blanc très contrasté, très fort, très caractéristique de son œuvre. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi sur Sens, c'est à quel point ce projet, plus par rapport du coup aux différentes aides que l'on a dans mon service, et au croisement complètement de tout ça, quoi. C'est produit par une société de production qui s'appelle Red Corner, que l'on connaît bien, qui avait l'habitude de présenter des projets transmédia, donc plutôt au fond Nouveaux Médias. Et un jour, ils viennent nous voir pour nous présenter cet ovni en nous expliquant, voilà, c'est un jeu vidéo, est-ce que c'est du jeu vidéo stricto sensu? En tout cas, c'est pas du jeu vidéo classique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une dimension aussi un peu littéraire, un peu expérimentale qui nous intéressait. Et donc c'est un projet qui a d'abord reçu une aide au développement d'un fonds qui s'appelle le DICREAM, qui permet de soutenir des œuvres expérimentales, d'écriture numérique, mais dans tous les champs de la création contemporaine, y compris les arts plastiques, le spectacle vivant, la littérature, voire le jeu vidéo, et qui ensuite a vécu sa vie, enfin suivi son chemin sur nos aides aux jeux vidéo, avec le fonds d'aide aux jeux vidéo et aussi le crédit d'impôt, puisque c'est aussi comme ça que Arte voulait le positionner, le revendiquer comme un jeu vidéo. Donc on a assumé le truc jusqu'au bout, et du coup, le projet a été bien soutenu dans ce sens, mais encore une fois, on est vraiment à la frontière de tas de choses, et c'est ce que matérialise vraiment bien la réalité virtuelle, et ce qui nous passionne, quoi, en tout cas. Je regardais, il y avait une autre étude qui parlait des jeux les plus vendus. Les jeux les plus vendus sont encore les jeux d'aventure, enfin les jeux grosso modo où ils racontent vraiment une histoire. Donc je pense qu'on a vraiment l'avenir est là-dedans et qu'on aura toujours besoin de scénaristes et on aura toujours besoin de raconter des histoires. Je pense qu'il faut faire juste attention aussi à pas mettre tout de suite des barrières justement entre les joueurs et le cinéma ou la forme de narration directe et indirecte. Parce que tout simplement, les early adopters, les personnes qui vont commencer à aller sur la VR, sont des joueurs, parce que ce sont des technophiles. Donc concrètement, si on fait du clivant directement, sans parler de faire du mainstream lobotomisé, on va tout simplement pas trouver notre public. Et on pourrait se retrouver... Aujourd'hui, on a l'avantage, c'est qu'on a la technologie avec nous. Tu parlais de stéréoscopie tout à l'heure, c'est que la stéréo, si ça marche pas, c'est que ça n'a pas marché dans les années 50, parce que technologiquement parlant, c'était une catastrophe, parce qu'il y a eu 300 films qui ont été produits en 3 ans, et l'année où la stéréoscopie s'est arrêtée en 53, le peut-être meilleur film de stéréo, c'était un film d'Hitchcock, personne ne l'a vu en stéréo. Donc ce serait bien que ça ne nous arrive pas sur la VR. Et que quand la VR est repartie, quand la stéréoscopie est repartie dernièrement, tout simplement, dans la mise en scène, la 3D n'est pas utilisée. Donc c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Et que donc c'est un des problèmes, c'est que il faut vraiment que sur la réalité virtuelle, on puisse utiliser ça. Et donc je reviens sur Sens tout de suite pour te laisser la parole. Sur le rapport à tout de suite, on entend plein de choses sur la VR. Moi, le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde dans cette salle, c'est n'écoutez personne et mettez un casque sur la tête. Parce que déjà, presque tout ce qu'on entend, il y a beaucoup d'a priori, et l'idée c'est de les casser. Et donc pour ça, il faut être créatif et il faut se faire violence et essayer de trouver comment on les brise, ces codes. Et un des premiers trucs que j'ai entendu avant de m'y mettre en VR, c'était oui, mais la réalité virtuelle par définition, c'est du point de vue, c'est du subjectif. Et un des trucs qui est absolument génial dans ce sens, c'est le glissement de point de vue, où en fait on peut se retrouver à la troisième personne ou à la première personne, et où le glissement et le point de vue deviennent des éléments de narration directs et indirects. Et ça, en essence de la VR, c'est extrêmement impressionnant de voir. Et puis peut-être parler aussi un peu du principe d'interactivité sur le choix. Mais je te laisse parler, parce que pour le coup, tu maîtriseras mieux le sujet que moi. Ouais, alors sur ça, moi je pense qu'il y a un gros pan qu'on n'a pas abordé dans la VR qui est la proprioception, qui est un gros morceau. Donc la proprioception, c'est le fait de ressortir son corps dans l'espace virtuel. C'est un morceau qui vient plus avec Oculus et HTC Vive en fait, et qui est vraiment quelque chose qui va donner un deuxième élan à la VR en termes de code, en termes de grammaire, parce que ça va ramener justement un rapport à la personne, un rapport à l'espace et ainsi de suite. Pour revenir sur ce que nous on a fait dans ce sens, en fait justement c'est
Nous, c'était une évidence. C'est-à-dire que quand on a lu la BD de Marc-Antoine Mathieu, lui, il est toujours à la première personne. Et des fois, en fait, il met quand même un point de vue troisième personne. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. On en a parlé avec Marc-Antoine Mathieu. Il nous a dit, ouais, sauter dessus, c'est super. Et voilà, c'était pour nous, c'était finalement notre core feature, c'était ça. Et c'est vraiment sur la chose qu'on a le plus travaillé parce qu'on voulait que cette désincorporation, elle soit à la fois un peu désagréable, mais aussi agréable et un petit peu, voilà, pose des questions. Et en fait, on se disait surtout que c'était quelque chose que personne n'allait faire en VR, alors que pourtant, c'est un élément important de la VR, de changer le rapport de vision. Après, moi, pour juste revenir sur ce que tu disais sur l'industrie de la VR, je pense que, et de la stéréoscopie, bah, c'est qu'on est dans une problématique d'industrie, justement. C'est que la VR, ça a été poussé par de l'argent. La VR, ça a été poussé par une volonté, notamment Facebook, avec ses 2 milliards, donc voilà, on a entendu. Pour moi, la VR, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, elle est arrivée encore trop tôt. 5 ans ou 10 ans trop tôt. Parce qu'il faut savoir que tout simplement, au niveau des machines, on a un vrai problème avec le home VR. Le home VR, c'est le fait que on vous dit aujourd'hui, acheter un casque Oculus 600 €, donc c'est déjà pas rien, plus un PC à 1200 €, c'est déjà pas rien, plus un espace vital assez grand pour avoir à Paris, ce qui n'est pas forcément aisé. Et donc, du coup, on vous vend quelque chose d'extrêmement luxueux. Or, le problème de la VR, c'est qu'on aurait dû faire de la social VR. C'est-à-dire un petit peu comme les karaokés japonais, des salles où il y a un casque VR, on vient jouer à ce casque dans cette salle, et les expériences VR sont pensées à la fois pour les personnes à l'intérieur de la VR, mais aussi pour les personnes à l'extérieur de la VR. Parce que la problématique, elle est clivante sur ce point-là. Si vous regardez par exemple ce qu'a fait Sony sur son casque PlayStation VR, oui c'est ça, PlayStation VR, toutes les pubs de Sony, le casque est transparent et on voit le regard du joueur. Parce qu'en fait, le fait d'être occulté, c'est extrêmement dérangeant. Et c'est la problématique de la VR, et c'est même la problématique du futur, c'est-à-dire de l'AR, de la réalité augmentée vers laquelle on tend aujourd'hui. Et en fait, tout ce milieu-là, justement, il a des codes qui vont complètement évoluer sur 5, 10, 15 ans. Et c'est pour ça que le parallèle avec le cinéma est intéressant, parce qu'en fait, vraiment, on est dans quelque chose qui est assez balbutiement. Et je pense qu'une des grandes possibilités pour la réalité virtuelle de demain, c'est d'être projeté, ou en tout cas d'être vécu comme un spectacle, que ce soit dans des salles de cinéma. La Géode vient de lancer une animation de réalité virtuelle, je ne sais pas ce que ça va donner. Les casinos aujourd'hui se penchent sur la question et développent des projets en réalité virtuelle. Les parcs d'attractions travaillent aujourd'hui sur de la réalité virtuelle. Donc il va y avoir de toute façon 2 aspects de la réalité virtuelle. Un aspect social, un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est grand public et c'est à la maison et on le partage entre guillemets en famille ou pas. Et puis un aspect grand public spectacle. Voilà, je pense que ce sont 2 pans qui vont qui vont coexister et qui vont grandir l'un à côté de l'autre et pas forcément ensemble. Bah, c'est juste. Je peux dire encore un truc par rapport à ce que vous... Vas-y, je montrerai ma petite vidéo qui me fait marrer après, c'est pas grave. Non, mais parce que c'est pour rebondir ce que vous disiez, il y a aussi la réalité. Alors je suis encore du mal à faire la différence. La réalité augmentée, c'est si on voit le réel en plus de la réalité virtuelle. Voilà. C'est un peu, par exemple, les Pokémon que tu vas retrouver. Oui, mais alors voilà, c'est ça, c'est qu'il y a encore un nouveau format, c'est la réalité superposée. C'est comme ça qu'ils appellent. Ils font la différence avec la réalité augmentée. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les endroits. Par exemple, c'est ce qu'ils font aux Galeries Lafayette. C'est Skyboy, c'est une nouvelle start-up qui s'est montée. Mais en fait, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, aujourd'hui, sont beaucoup utilisées dans la publicité, dans la communication. J'ai reçu un communiqué de presse cet après-midi de Prada, qui vient de lancer une expérience en réalité virtuelle pour voir la marque différemment, découvrir les vêtements, etc. etc. Alors on ne le diffusera pas sur la FJV, mais je trouvais intéressant d'avoir reçu ça. Aujourd'hui, la manière dont les gens peuvent vivre de la réalité virtuelle, c'est principalement dans la communication et dans l'entertainment, dans tout ce qui va être événementiel. Voilà, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est là-dedans qu'il y a de l'argent. Je ne crois pas que les jeux en réalité virtuelle gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent. Bon, je pense qu'on est plus dans un phénomène dans une phase de R&D aujourd'hui sur les jeux vidéo et sur le cinéma de réalité virtuelle. L'un et l'autre se cherchent. Je pense que tant qu'ils ne se seront pas justement rejoints, ils pourront se chercher longtemps. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, là où il y a de l'argent, là où vous pouvez trouver un petit peu de budget pour travailler, c'est dans la communication et l'événementiel. En fait, c'est un peu le retour aux années 90,
Moi j'ai un peu plus de 30 ans, donc je me suis fait voler le droit de faire des clips et de la pub, parce qu'il y a le téléchargement illégal qui est arrivé, et donc qui a fait que ça a détruit ma vie. Donc nous on s'est dit ok, on va utiliser ça, et on a mis nos films sur internet gratuitement, ce qui nous a permis de trouver un public et finalement de sortir de notre trou. Mais concrètement, ça, en plus, je suis complètement d'accord avec ça, c'est que on se retrouve avec les nouvelles années 90. C'est comment en fait les pubards vont devenir des expérimentateurs, et on va pouvoir revoir une génération de réalisateurs, type, pour parler des années 90, Chris Cunningham, Mark Romanek, Michel Gondry, et tous ces gens-là, qui vont en fait juste faire du vrai film expérimental pour vendre de la pub, enfin pour vendre des produits. Et ça, c'est pas mal, en fait. Disons, en fait, en tout cas, il ne faut pas le rater. Parce que va y avoir des moyens pour vraiment perfectionner des gros jouets qu'on n'aurait pas forcément toujours les moyens de développer dans des narrations pures, simplement pour l'histoire de coûts, où développer certaines technologies, c'est malheureusement beaucoup trop cher. Surtout qu'on est beaucoup trop tôt dans l'âge de la VR. Dessus, il faut payer les réalisateurs, il faut payer les auteurs. C'est bien beau au bout d'un moment de faire de la R&D et de se dire je le fais pour la beauté de l'art et parce que ça m'intéresse et parce que ça me passionne. Et à un moment donné, il faut mettre du beurre dans les pâtes. Et c'est aujourd'hui effectivement la pub et l'événementiel qui va amener ce beurre. Enfin, après, je sais pas si on parlait de ça directement, mais un des trucs en fait, c'est que moi j'ai vraiment envie personnellement de faire des films, enfin je veux dire des images photoréalistes dans lesquels on peut se déplacer dans un espace en réalité virtuelle. Après on verra pour les formes de narration, etc. Mais c'est très subjectif. Mais technologiquement parlant, pour réussir déjà à s'affranchir de la technologie quand on est réalisateur, pour pouvoir utiliser cette grammaire-là pour raconter une histoire, déjà il faut s'affranchir de la caméra. C'est-à-dire que déjà la prise de vue réelle, en fait il faut juste qu'on arrête d'utiliser, on va encore en utiliser pendant quelques années, mais un des trucs qui est en train d'arriver et qui coûte une véritable fortune, vu qu'en fait il n'y a même pas de prix, parce qu'on peut même pas l'avoir, parce que on peut même pas le louer, c'est des caméras light of field, où en fait il n'y a plus d'optique sur les caméras. C'est des scanners qui capturent, avec une mathématique exacte, le rapport à la couleur d'un objet. Ce qui fait qu'on peut retranscrire, avec quelques heures de calcul informatique, un espace capturé en 3 dimensions et se balader à l'intérieur. Et ça, le problème, c'est que je ne donnerai pas d'ordre de grandeur, mais en termes de puissance de calcul, c'est inabordable. Donc le seul moyen de pouvoir utiliser ces technologies-là, c'est soit d'écrire quelque chose qui est fait pour et d'attendre, et aller voir les gens qu'il faut pour dire regardez, je crois avoir compris des systèmes de mise en scène, machin, il y a ça, tout en expérimentant avec d'autres types de technologies qui existent aujourd'hui, parce que la réalité c'est qu'il faut quand même vivre au présent et développer avec le matériel qu'on a maintenant des formes de narration, parce qu'il n'y a qu'en faisant qu'on réussira à apprécier certains concepts.